Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'achat de camping-car d'occasion. Donc vous êtes dans une situation par exemple où vous êtes en phase de décision, vous voulez acquérir un camping-car, le neuf c'est trop cher pour vous et vous vous rabattez donc sur l'occasion. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon retour d'expérience, pas vraiment puisque je l'ai déjà évoqué, mais de ce qu'il faut regarder en fait en priorité quand on achète un camping-car d'occasion. Vous allez me dire, il y a le contrôle technique, mais le contrôle technique ne contrôle que les organes de sécurité et il contrôle pas tout. C'est vrai qu'au niveau de la cellule et au niveau de tout un tas de choses, il n'y a pas de contrôle. Et souvent, on peut se faire avoir. D'ailleurs, c'est le lot de beaucoup de gens qui achètent du camping-car d'occasion et puis qui se retrouvent avec des soucis, comme des problèmes d'étanchéité, etc. Donc on va développer les 10 points importants à vérifier. On va faire le tour du camping-car. Je vais vous montrer un petit peu, selon moi, c'est toujours pareil. La liste reste vraiment limitée. Et là, je pense que si vous avez des commentaires, des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et comme ça peut aider les gens qui décident d'acheter un camping-car d'occasion. Voilà. On fait d'excellentes affaires en occasion, mais selon les marques, c'est vrai qu'il y a des marques qui vieillissent pas très bien, et il faut faire attention. On va développer tout ça tout de suite. Les documents. Et là, pour les documents, moi, j'ai été servi. J'ai eu cette grosse mallette, voilà, donc où il y avait tous les documents, la notice du véhicule. Et c'est vrai que ça rend service dans le sens où quand on a un problème, on peut se référer à la notice. Alors vous avez la notice du frigo, vous avez la notice du châssis, de la boîte à fusibles, de tout ça. Et c'est vrai que ça peut rendre service. Ça peut rendre service, je dis pas que c'est forcément indispensable, il y en a beaucoup qui perdent les notices en fait, mais déjà c'est le signe que si la personne a conservé la notice, déjà c'est quelqu'un de soigneux, c'est quelqu'un qui fait attention à son véhicule et il peut vous fournir les documents d'origine du camion, du porteur, même quand moi, le mien il y a 12 ans, voilà, j'ai tout récupéré. Dans ces documents, il doit y avoir bien sûr la carte grise, et la carte grise au nom du propriétaire forcément, ça vous le saurez. Le contrôle technique. Alors le contrôle technique va... Moi j'ai tout, j'ai la parabole, j'ai tout un tas de papiers différents, des notices. Et alors moi à chaque fois que j'achète quelque chose, je mets les notices dedans en fait. Je mets les notices dedans parce que le prochain propriétaire va pouvoir, si toutefois il y avait un prochain propriétaire, il pourra avoir tout ce qu'il faut et il pourra se documenter. Même le livre du porteur en fait, avec les notices qui sont dedans. Donc Fiat Camper Assistance, enfin il y a tout dedans. Il y a la notice pour faire fonctionner le tableau de bord, etc. Bon. On peut pas, je vais pas vous dire, le châssis Alco, vous voyez, j'ai tout en fait, et ça, je pense que ça c'est indispensable. Voilà, je pense que ça il faut l'avoir, il faut l'avoir. Alors vous allez me dire, si j'achète un véhicule à 5000 balles, je ne récupère pas les papiers, c'est pas grave. Mais bon là, voilà, on sort du cadre. Donc carte grise, ça, bien sûr, certificat de cession, bien sûr. Les factures, alors moi j'ai tout un tas de factures d'entretien, etc. qui ont été faites. Voilà, j'en ai plein. J'ai vraiment toute l'historique du véhicule en facture, quasiment, je l'ai. Donc ça c'est important aussi parce que ça prouve que le véhicule a été entretenu, quoi. Il a été suivi. J'ai notamment ici une facture, les pneus, même les pneus avant. Voilà. Il y avait une recherche de panne au sujet de la climatisation. Bon, pareil, et ils ont remplacé un tuyau de climatisation. Bon. J'ai la facture du GPS aussi. Du GPS Garmin, d'ailleurs. Bon, ça c'est... J'ai tout, en fait. Voilà. Et alors, le point le plus important, et c'est ce qui va vous permettre aussi aujourd'hui d'être sécurisé concernant le châssis, parce que je vais vous dire, regardez le châssis, regardez s'il n'est pas corrodé, regardez si... Mais tout ça sert plus à rien, parce qu'aujourd'hui, le contrôle technique l'effectue. Donc, le certificat de contrôle technique de moins de 6 mois. Voilà. Et je dirais que même, selon le prix du véhicule, si vous pouvez faire un nouveau contrôle, si le contrôle a 4 mois par exemple,
Alors s'il n'a pas roulé, vous voyez qu'entre le kilométrage du contrôle technique et le moment où vous l'achetez, il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres. Bon, à la limite, hein, ça peut passer, mais je dirais que presque, si vous avez la possibilité de refaire un contrôle, eh ben faites-le. Hein. Faites-le parce que ça c'est vraiment... Aujourd'hui, il n'y a rien qui passe. Hein. Les fuites d'huile, ça passe pas. Les voyants, ça passe pas. Et si toutefois, moi je sais que j'ai déjà eu des véhicules, de temps en temps le voyant s'allumait, de temps en temps, vous savez, alors si vous aimez bien, il passe au contrôle, les voyants s'allument pas, ça s'allume pas. Bon, ça c'est un point important. Donc les papiers, essayez de récupérer les notices si c'est possible, et ça c'est selon le prix du véhicule, mais si la personne réclame un prix assez élevé, il doit avoir les papiers du véhicule. Et surtout le contrôle technique. Hein. Voilà, ça c'est donc le premier point, c'est les papiers. Deuxième point important. Donc le deuxième point important, c'est la motorisation. En fait, le type de motorisation. Alors on va avoir la cylindrée du moteur. Pour ma part, c'est un 3 litres. Donc j'ai du moteur et c'est vrai que quand je prends l'école, ça marche bien, quoi. Ça grimpe. Et ensuite, vous avez des moteurs. Par exemple, sur Fiat, on a du 2 litres 3. Il faut faire attention à la puissance du moteur en fait. Il ne faut pas prendre une puissance trop basse si bien sûr on peut se le permettre. Souvent les véhicules qui sont sous-motorisés sont moins chers en occasion. Donc ça peut aussi être un choix économique. Ce qu'il faut bien vérifier si vous voulez éviter d'avoir des problèmes, c'est les factures déjà. Si c'est un moteur qui est équipé d'une distribution par courroie, il faut que la courroie soit faite à des délais qui sont raisonnables. Hein. Ça veut dire que si par exemple les préconisations constructeurs c'est 120 000 km mais que le véhicule a 10 ans et a jamais fait 120 000 km, il vaudrait mieux qu'il ait fait la courroie quand même, parce que le caoutchouc ça sèche. Donc moi en règle générale, si je peux éviter les courroies, j'évite. Hein. Donc moi mon moteur, c'est un moteur à chaîne. C'est une chaîne de distribution, donc il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien à faire. Hein. Ça veut dire que la chaîne, tant qu'elle ne fait pas de bruit, tant que les galets et les tendeurs ne sont pas bruyants, on ne touche pas. Hein. Je vais vous montrer. On n'y voit rien bien sûr. Hein. Et en regardant le moteur, on ne va pas pouvoir savoir si c'est un moteur par chaîne ou un moteur en distribution par courroie. Donc pour ça, il faut regarder les spécificités du véhicule, souvent sur Internet. Et puis là, on arrive à savoir ce que ce moteur, si ce moteur est équipé d'une courroie ou d'une chaîne. Voilà. Ça reste, en tout état de cause, un point très important pour la longévité du véhicule et pour les éventuels soucis que vous pourriez avoir par la suite. Donc ça, c'est un point quand même, si vous avez les moyens en fait de vous permettre d'avoir c'est même pas une histoire de moyens, c'est de prendre le temps et de privilégier ce type de distribution tout simplement. Hein. Après il faut se renseigner aussi des problèmes de moteur qu'il y a eu à certains moments en fait quand les systèmes anti-pollution sont arrivés. Il y a eu tout un tas de moteurs qui sont devenus fragiles. Alors il y a eu une mauvaise période chez Ford, il y a eu je pense une mauvaise période chez Fiat également. Ça reste quand même un peu moins chez Fiat. Hein. Chez Ford, il y a eu beaucoup de problèmes. Et chez Mercedes, mais ça on l'a déjà évoqué dans une précédente vidéo, il faut se renseigner sur les forums et essayer de trouver le moteur le plus fiable qui va vous permettre de garder votre engin le plus longtemps possible. Hein. Voilà, ça c'est pour le moteur. Troisième point à contrôler, transmission et boîte de vitesse. Alors les transmissions, pour ce qui est des cardans, de l'arbre de transmission, si c'est une propulsion, tout ça ce sera fait au contrôle technique. Donc ça vous n'avez pas à vous en occuper, il suffit de vérifier le contrôle technique et les remarques qui y sont faites. Hein. Alors souvent maintenant, de toute façon, les cardans c'est en contre-visite. Hein. Cardans, rotules, tout ce qui fait la direction, tout ce qui fait les organes de sécurité, c'est de la contre-visite systématiquement. Donc là vous n'avez pas de souci à vous faire, si vous avez demandé le contrôle technique récent, il n'y a pas de problème. La boîte de vitesse. Si elle craque, c'est pas indiqué dans le contrôle technique. Le contrôleur peut faire une remarque, mais logiquement, c'est pas indiqué. Donc vérifiez bien, en passant tous les rapports, si bien sûr c'est pas une boîte automatique, que tous les rapports rentrent sans avoir une petite accroche dans le levier. Hein. Si vous sentez que ce levier, au moment où vous passez la vitesse, ça, là, il vaut mieux le contrôler même à chaud et rouler un peu avec pour être sûr que tous les rapports passent bien sans craquer. Hein.
Ça c'est important. Il faut savoir que la boîte de vitesse et l'embrayage sont des organes qui sont surtout l'embrayage, hein, c'est des organes qui sont très sollicités sur un camping-car. Alors un camping-car qui va faire de l'autoroute et qui va rouler sur des nationales tranquilles, il y a peu de rapport de changement de vitesse, il prend pas de colle, il n'y a pas de problème. Par contre, démarrage en côte, etc., on fait patiner l'embrayage. Donc ça c'est une chose à bien contrôler. Alors comment on contrôle un embrayage sur une boîte de vitesse? Eh bien c'est tout simple, on tire le frein à main, moteur allumé bien sûr, on passe la 2 par exemple, quelquefois la 3, ça dépend du nombre de vitesses, et là on fait comme si on allait démarrer en faisant patiner l'embrayage, voilà. Hein. Et si, relâchant l'embrayage doucement, le véhicule continue à accélérer, il ne cale pas, ben, l'embrayage est foutu, quoi. En fait, hein, l'embrayage est fatigué. En fait, quand l'embrayage commence à vous des signes de faiblesse, le moteur commence à s'emballer un peu. Par exemple, vous allez prendre un col avec une forte déclivité, et ben, de temps en temps, ça va lâcher. Ça fait le moteur va lâcher la transmission. Et du coup, ben, peu de temps après, vous avez l'embrayage à changer. Donc ça, c'est un point important à contrôler. Ensuite, au niveau des boîtes de vitesse, ben là, c'est boîte de vitesse de fourgon, hein, donc c'est relativement solide quand même, mais selon l'utilisation qu'on en fait, une boîte de vitesse, si on passe ses rapports un petit peu rapidement, sans embrayer complètement, ben, quelquefois ça peut abîmer les synchros. Et donc ben, c'est ce qui fait accrocher les vitesses en fait. Hein. Et souvent c'est le signe après qu'on aura forcément des problèmes de boîte. Concernant les boîtes automatiques, là il faut un entretien régulier, je dirais. Il faut vraiment vérifier que la boîte a été entretenue, vidangée comme il faut et régulièrement. Parce que là, encore une fois, c'est pareil. Les boîtes automatiques, c'est pas vraiment des boîtes, c'est pas des boîtes à double embrayage comme on les connaît aujourd'hui sur les voitures. Hein, souvent, c'est des boîtes qui sont un petit peu lentes. Et quelquefois même, c'est des boîtes qui sont robotisées en fait. Donc c'est pas vraiment de la boîte automatique, c'est la commande de boîte de vitesse qui se fait sans l'embrayage en fait. Mais c'est un mécanisme, comment dire, c'est une assistance au passage de vitesse. Hein. Ça veut dire que plutôt que d'avoir un levier, vous avez un système hydraulique qui vous passe les vitesses et qui débraye automatiquement. Ça peut être source à problème quand même. Moi, dans les véhicules d'occasion, je préfère quand même une boîte mécanique. Mais bon, elle a le confort de la boîte automatique, c'est vrai, elle a la conduite. Mais à l'usage et puis pour la solidité, je pense qu'il vaut mieux privilégier une boîte mécanique. Quatrième point, l'étanchéité. Ça, c'est un point vraiment sombre, vraiment noir dans le camping-car. Selon le prix du véhicule, vous demandez un contrôle d'étanchéité, en fait. Et là, bon, c'est un peu radical, c'est un peu sévère, hein, le contrôle d'étanchéité, je pense que mais c'est, à mon avis, indispensable. Parce que, bon, aujourd'hui, vous avez des camping-cars avec des toits, en fait, complètement compacts. Un peu comme le mien, vous avez des angles arrondis. Le toit est quasiment d'une pièce en fait. Au niveau de la capucine c'est pareil, c'est un espèce de moule en polyester, hein. C'est tout, il n'y a pas de jointure. Donc forcément là, les fuites c'est quand même beaucoup moins probable. Ce qui fait que là vous pouvez éventuellement vous passer d'un contrôle d'étanchéité, mais ça coûte rien de le faire en fait. Hein. Si vraiment vous le véhicule est cher, si c'est un véhicule à moins de 10 000 €, bon là, le propriétaire va vous dire non. Mais si par contre c'est un véhicule qui coûte un peu, ça je vous le conseille. Moi personnellement je ne l'ai pas eu. Hein. Je connaissais la robustesse du modèle, donc ça m'a moins inquiété. Par contre moi j'ai eu des problèmes d'étanchéité autour des lanterneaux. Hein. Et ça a été quand même pas si évident que ça. Alors on peut démonter le lanterneau complètement, refaire l'étanchéité, tout bon, ça je l'ai vu sur certaines chaînes. Mais ça reste quand même, bon, on achète un véhicule, on n'est pas forcément bricoleur au point de démonter un lanterneau. Hein. Donc ça, moi j'ai eu ce problème, j'ai refait les joints, ça fuyait toujours, et puis j'ai eu ce conseil providentiel de la part de Neverland dont j'ai déjà parlé, qui m'a conseillé d'utiliser du dip étanche, ce que j'ai fait, et aujourd'hui je passe du dip étanche partout en fait. Hein. Vous avez les entrées de câbles. Entrée de câble des panneaux solaires, entrée de câble de la parabole, tout ça c'est source à fuite et forcément un jour ou l'autre ça fuit. Parce que forcément les joints avec les intempéries ils se détruisent, donc il faut refaire les joints régulièrement. Ça c'est quand même à contrôler, parce que ça peut fuir, c'est pas un problème.
Si malheureusement au moment où vous venez l'acheter il y a une fuite, bon bah là vous avez de la chance, il pleuvait, vous l'avez vu, mais c'est pas forcément, vous l'avez pas forcément vu. Et il peut très bien y avoir des fuites qui sont pas réparées ou qui ont été réparées tardivement. À ce moment-là, ça fait des dommages qui vont être difficiles à réparer. Là, il faut contrôler partout où vous avez des entrées de câbles, voir s'il n'y a pas de traces d'humidité. Il suffit d'ouvrir les placards et de regarder en fait. Et puis là, si vous voyez qu'il y a des traces, des anciennes traces, il peut y avoir du pourrissement, parce que bien souvent sur certains camping-cars, les armatures, tout est en bois en fait. Il y a beaucoup de montants qui sont en bois. Et le bois, ça supporte pas l'humidité. Donc l'isolant non plus d'ailleurs. Donc il faut bien contrôler. Alors moi pour ma part, j'ai un toit, c'est du sandwich. C'est du plastique à l'extérieur et à l'intérieur c'est une couche d'espèce de bois un peu cartonné là, vous savez, avec un petit revêtement. Donc ça n'a pas, mais les fuites n'ont pas endommagé. Moi je m'en suis rendu compte tout de suite et j'ai tout de suite fait ce qu'il fallait. Et alors moi, les problèmes d'étanchéité venaient d'ici en fait. Ça venait dans la gorge, ça venait pas pisser ici. Donc ça a pas abîmé. Ça a pas abîmé. Mais ça c'est très très important, l'étanchéité du camping-car. Si vous avez le choix, privilégiez un toit, par exemple je vais vous parler des Laika. Mais il n'y a pas que les Laika, mon Franca c'est pareil, vous vérifiez que le toit il est compact en fait, il est entier. Tous ceux sur lesquels il y a des cornières d'angle, des cornières métalliques souvent qui réunissent deux panneaux, là il y a une étanchéité qui est faite. Et quand on connaît un peu les problèmes que certains ont eu avec même des véhicules neufs, aujourd'hui les grandes structures, je ne vais pas citer de marque en particulier, mais il y a des structures où la main d'œuvre elle est un peu, vous savez, selon la personne, l'opérateur qui fait l'étanchéité, il y a des problèmes même neufs. Donc imaginez un peu sur les occasions. Tous ces vieux véhicules, ces anciens véhicules, forcément, il y a des problèmes d'étanchéité. Le problème d'étanchéité n'est pas grave en soi, on peut le régler rapidement. S'il n'est pas réglé tout de suite, ça fait des dommages irréversibles. Donc vérifiez vraiment, ouvrez tous les placards et vérifiez tous les angles de placard, tous les fonds de placard en fait, et vérifiez partout, à la limite même allez sur le toit, montez sur le toit, prenez une échelle, montez sur le toit, vérifiez l'endroit où vous avez les entrées de câbles, vérifiez si les joints sont propres, ils n'ont pas l'air abîmés, détériorés ou pourris, et puis en dessous, regardez l'entrée de câble s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas eu un problème de moisissure ou d'humidité. Voilà, ça j'insiste bien, c'est certainement le problème le plus important, la chose la plus importante à vérifier avec la motorisation. La douche et son bac à douche. Alors, il n'y a pas que la douche, il peut y avoir aussi l'évier, il peut y avoir la plomberie. Mais là, aujourd'hui, moi je sais que c'est du PER par exemple, c'est du tuyau nylon. Il n'y a jamais de problème là-dessus, mais ça peut valoir le coup quand même de vérifier en dessous des éviers si toutefois il n'y a pas des fuites, et des fuites qui seraient restées aussi pendant longtemps, on ne sait jamais. Mais le problème qui revient régulièrement aussi et qui crée des problèmes irréversibles, c'est la douche. Il faut bien vérifier l'état du bac à douche. Et si vous avez des fissures ou des endroits où l'eau pourrait passer, à ce moment-là, ça passe en dessous. Et ça passe sur le, sur le plancher en fait, souvent. Et le plancher, souvent, c'est du bois. Donc, ça finit par tout pourrir en dessous. Donc, vérifiez l'état du bac à douche, vérifiez tous les angles en fait, et l'étanchéité, voir s'il n'y a pas des traces qui pourraient vous laisser penser qu'il y aurait eu des fuites, et passez en dessous. Passez en dessous du véhicule pour regarder en dessous de la douche. S'il n'y a pas quelque chose qui peut, avec un tournevis quelquefois, en tapant un petit peu sans y aller trop fort, mais en tapant un petit peu en dessous du plancher, on peut éventuellement détecter des problèmes d'humidité. Et ces problèmes d'humidité-là, quelquefois, les propriétaires ne sont même pas au courant. Il peut y avoir un problème d'étanchéité qui s'est déclaré 6 mois ou 1 an ou 2 ans avant. Il y a une petite fuite, un goutte à goutte, et ce goutte à goutte va provoquer des dommages qui seront ensuite, il va falloir démonter tout, changer les pièces qui sont pourries. Quelquefois, c'est plus possible, tellement il y en a eu.
Hein, voilà, donc ça c'est pareil, c'est un point, c'était donc le 5e point. Et ce point-là, il est à contrôler impérativement avant l'achat du véhicule. Sixième point, l'état du plancher. Voilà, donc l'état du plancher, bon, si vous avez des moquettes, si vous avez vérifié en dessous des tapis quelquefois, c'est quelquefois un cache-misère. Donc n'hésitez pas à vérifier en dessous, on ne sait jamais. Hein. Plancher, bon, moi j'ai un double plancher. Donc c'est beaucoup moins problématique. Un seul plancher, en fait, vous avez directement la route en dessous. Donc n'hésitez pas à bien marcher partout, contrôlez bien que le plancher n'est pas dégrafé, n'est pas abîmé, enfoncé ou pourri, on ne sait jamais. Hein, il suffirait qu'il y ait un problème d'étanchéité sous le véhicule pour que ça s'humidifie quand on roule sous la pluie, etc. Donc le plancher, bien vérifié, qu'il soit bien costaud. Septième point, on va vérifier l'état de l'intérieur de tous les placards. Voilà, donc on va ouvrir tous les placards et on va vérifier le fond, surtout le haut, au niveau des, comment dire, au niveau des jonctions en fait, hein, au niveau des intersections, comme ici l'angle. On va vérifier tous les placards. On va ouvrir tous les placards, bas, haut, et on va vérifier tous les angles, afin de voir si, encore une fois, il n'y a pas de problème d'étanchéité et si les placards sont en état, quoi, à recevoir vos vêtements. Hein, voilà, ça c'est important aussi. C'est un petit peu moins important que le reste parce que la menuiserie, ça se répare. Hein. Moi, j'ai eu par exemple mon meuble qui est ici, celui-là. Voilà. Attendez, ouais, là, ici. Ce meuble-là qui s'est dégrafé, en fait, qui s'est dévissé. Pourtant, bon, Frankia, c'est du solide, hein, normalement, hein, c'est de la qualité. Mais le poids aidant, hein, j'ai chargé des livres, alors bon, moi je l'ai fait, donc il y en a d'autres qui peuvent le faire. Donc vérifiez bien les ancrages, voilà, n'hésitez pas à secouer un peu les meubles, voyez, que ça soit bien maintenu, que ce soit bien fixé. Parce que ça, bon, alors ça c'est pas irréversible. Hein, je dirais que si vous achetez un véhicule et que vous avez un problème, bah, c'est facile à gérer, hein, vous pouvez le faire gérer par un professionnel, mais quand même, hein, ça évite les mauvaises surprises. Huitième point, c'est l'état de la porte d'entrée. Bien vérifier que la porte d'entrée, elle soit correctement fixée. Parce que ça, c'est pareil au contrôle technique, on vous le vérifiera pas. Vérifier les ferrures. C'est souvent des problèmes sur les caravanes et les camping-cars. Donc autant bien le vérifier. Sur la mienne, donc c'est une serrure à 2 points. Je le dis parce que j'ai déjà eu des problèmes. Notamment avec ça ici, voilà, je sais pas si on voit bien la ferrure, donc la gâche en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça se store en fait et ça se, alors autant bien vérifier. Je sais que par exemple sur certains sites il y a eu, sur certaines vidéos il y a eu des problèmes de porte avec des véhicules qui étaient quand même pas très vieux, donc autant le vérifier à l'avance, hein, et ça évite les soucis, et puis vous pouvez même faire réparer avant l'achat, hein, si toutefois vous détectez un souci. C'est de l'aluminium en fait, hein, donc vous voyez, là ici c'est des rivets, hein, c'est quand même pas grand chose, donc ça peut prendre du jeu, et puis ensuite ça ferme plus, hein, et si vous vous retrouvez avec une porte qui ferme plus quand vous roulez, bah, vous êtes obligé de l'assembler, ce qui n'est pas très cool. Alors, on va rester sur les ouvrants. Un autre point important, c'est pareil, hein, avec des guillemets, c'est les portes de placard en fait. Hein. Les portes de placard, alors moi je suis sur un véhicule qui est censé quand même être un véhicule plutôt dans la gamme supérieure. Donc, alors d'occasion, hein, bien sûr. Donc ça a bien vieilli en fait. Hein. Tous les jointures, les fermetures. Alors il y a quand même des choses qui sont pas très sympas. C'est ça, je sais pas si on voit bien, ça c'est du plastique. Alors bon, ça se remplace, hein, c'est pas grave, parce que quand ça casse, ça s'ouvre souvent au niveau de la gâche, là, ça s'ouvre des deux côtés, et puis ça finit par plus fermer ou casser. Bon. Ça c'est pas trop grave. Ce qui est plus grave, c'est quand vous attrapez le placard, bon, moi le mien, il a des bonnes charnières, il tient bien, il bouge pas. Il faut contrôler un peu les portes de placard en fait. Alors, je le dis surtout pour les véhicules
de gamme, d'entrée de gamme. Parce que là, il y a des grosses économies qui sont faites, hein, forcément, pour proposer des véhicules moins chers. Ils sont obligés de rogner un peu sur la qualité. Et là, des portes qui se cassent la figure, c'est régulier, c'est récurrent. Donc, vérifiez bien vos portes et vos ouvertures de placard. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit décisif à l'achat d'un véhicule d'occasion, parce que, encore une fois, on peut pallier et réparer, mais selon le prix du véhicule, si vous optez pour certaines marques, je vais pas les citer non plus, je vais pas me faire d'ennemis, mais il y a des marques où vraiment c'est cheap, hein. Vraiment c'est de la poudre aux yeux, et j'envisagerais même pas un véhicule comme ça pour y vivre, parce que forcément vous allez tout casser, quoi. Alors avec des enfants, n'en parlons pas, les enfants cassent, bon, ils claquent les portes, ils font pas trop attention. Il y a des véhicules de gamme vraiment moyenne, hein, on voit vraiment que c'est fait pour faire de l'argent. Alors c'est vrai que il faut reconnaître qu'à 40 000 euros, un camping-car neuf à 40 000 euros, quand vous enlevez déjà le prix du châssis, il ne reste plus grand chose pour la cellule, hein. Et automatiquement, au niveau de la cellule, pour proposer des véhicules à prix attractif, on rogne tout ça, et on est obligé de mettre de la basse qualité, sinon on ne peut pas vendre le véhicule, il serait trop cher. Voilà. Donc tout ça c'est à vérifier. Alors je parle des portes de placard, mais on parle aussi des portes de douche, portes des toilettes, tous ces trucs-là en fait, hein. Tout ça, vérifiez bien les charnières, vérifiez bien les fermetures. Souvent ça peut être au niveau des charnières, je pense notamment. Quelquefois ici c'est cassé, hein. Ça, quelquefois c'est fendu, ça a été recollé avec une colle Patex ou je sais pas quoi. Quelquefois ça tient, quelquefois ça tient pas, hein. Donc tout ça c'est à bien vérifier. Ça c'était donc le 9e point à contrôler, et là on va passer tout de suite au 10e. Dixième point. Ça c'est un point qui m'a poursuivi pendant presque plus d'une année, où j'ai eu des problèmes à rebondissement, et je pense que pour ceux qui me suivent, ils savent, c'est le chauffage. Le chauffage, il faut bien contrôler son fonctionnement. Mettez-le en route même si c'est en plein été, vérifiez que ça chauffe, et puis voilà, ça peut vite se transformer. Alors surtout pour moi, je vais pas dire que c'est un cauchemar, mais je suis tombé 3 ou 4 fois en panne de chauffage, et j'ai fini par remplacer la chaudière, hein, c'est l'Ebers pas cher, qui m'a coûté 1000 euros. Hein, voilà, 1000 euros, mais entre temps j'en ai acheté un d'occasion à 350 euros, qui est arrivé cassé, sur lesquels j'ai récupéré les pièces, enfin j'en passe des meilleurs, je vous mettrai le lien ici, voilà, où je raconte un peu mon problème de chauffage. Moi c'est un système de chauffage, hein, pour ceux qui découvrent ma chaîne, c'est un système de chauffage central, donc il y a une chaudière qui fonctionne en mazout, qui s'appelle l'Eberspacher, qui correspond à un Webasto, hein, dans un camion, pour ceux qui connaissent. C'est un chauffage stationnaire, donc il consomme du gasoil, et il y a un circuit d'eau qui fait tout le tour du camping-car, qui vient se réchauffer dans cette chaudière. Ça marche du feu de Dieu. Franchement, au niveau de la qualité du chauffage, c'est le top. Pareil pour l'eau chaude, on a une espèce de cumulus en fait, hein, dans lequel circule cette eau chaude, et ça vient, on a de l'eau chaude tout le temps. Ça se déclenche automatiquement quand l'eau elle se refroidit. C'est vraiment le top, hein. Quand ça fonctionne bien, c'est le top. Bon, moi mon problème c'est que mon véhicule a 12 ans, et ce chauffage a dû tourner pendant 12 ans, hein, puisque c'est un chauffage, on est obligé de le laisser toujours en marche. Surtout quand on habite dans les pays froids, parce que ça, dans les régions froides, parce que s'il y a une baisse de température et que le circuit gèle, ça fout tout en l'air. Donc il est préconisé par Eberspacher de toujours laisser au moins le thermostat. Moi j'ai un thermostat qui est ici, vous voyez. Voilà, et toujours le laisser au moins sur 3. Alors là, en période estivale, hein, en période où on a des bonnes chaleurs, moi on a deux positions. On a une position chaude, winter, et une position été. La position été, elle ne fait fonctionner que l'eau chaude en fait. Elle fait quand même circuler un peu d'eau dans le circuit de chauffage central, mais voilà quoi, c'est juste pour entretenir le système. Voilà. Alors, ça c'est un système, mais vous avez des systèmes au gaz, hein. Donc ça c'est quelque chose à bien vérifier. Alors je vais profiter, je vais pas faire un 11e chapitre pour vous dire que ce qui fonctionne au gaz également, c'est le frigo. Donc le frigo, contrôlez bien que le frigo fonctionne à la fois sur l'énergie 220, n'hésitez pas à le faire brancher sur du 220, sur le gaz, hein, et là logiquement il fonctionne au gaz aussi, c'est des frigos Trimix, et sur l'alternateur du camion.
au moment où le véhicule est démarré. Il faut vraiment que, je vais vous montrer, voilà, on a des voyants, là moi je l'ai mis sur auto, mais si je le passe au gaz, ben là il est déjà au gaz. Si je le branche au 220, ce voyant-là doit s'allumer, et si je le branche, si je démarre le camion, ce voyant doit s'allumer. Vérifiez bien qu'il fait du froid, parce que au moment où vous allez voir votre camping-car, ben, la personne est en phase de vente, donc souvent son frigo est désactivé en fait, il l'a éteint, et il a laissé les portes ouvertes. Parce que s'il n'a pas laissé les portes ouvertes, ça va sentir le cadavre, hein. Donc il faut qu'au moment où il éteint le frigo, il n'y ait pas une odeur de phoque là-dedans, parce que sinon, enfin que les phoques, je ne sais même pas si ça sent mauvais d'ailleurs, mais ça il faut bien vérifier. Donc chauffage et frigo. Hein. Je mets le frigo dedans parce que je ne vais pas faire un 11e chapitre, mais voilà, c'est des choses qu'il faut faire fonctionner, et il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus, parce que sinon ça fait vite une ardoise. Hein. Un frigo... ça va coûter cher. Alors j'ai eu par le passé aussi un petit problème de frigo, c'était juste le chicleur à nettoyer. Hein, puis après il y a des pièces qui se remplacent. Hein. Mais malgré tout, quand on connaît rien et qu'on achète un véhicule, s'il faut à chaque fois le porter à réparer pour pouvoir régénérer un petit problème, bah, ça va vite faire des additions phénoménales. Voilà. C'est tout. Conclusion. L'achat d'un véhicule de loisir, un camping-car ou même une caravane, quelquefois, c'est pas un achat simple. Hein, on peut pas, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une voiture. Quelquefois, une voiture, ça peut sembler compliqué à acheter parce qu'on peut se faire avoir aussi. Mais je dirais qu'avec un camping-car, c'est beaucoup plus vaste parce qu'il y a beaucoup plus de parties invisibles, des choses en plus avec l'euphorie. On vient voir un véhicule, on le trouve magnifique, on est complètement, on se voit dedans, et du coup on va passer sur tout ce qui peut être important à vérifier. J'ai pas forcément tout fait non plus au moment où j'ai acheté le véhicule. Bon, déjà il y a le facteur confiance par rapport à la marque, hein, mais toutes les marques n'ont pas la même qualité, et encore je pense pas qu'on soit sur une qualité optimale. Hein. Je vois que pour des véhicules de ce prix-là, hein, parce que c'est quand même un véhicule qui coûtait très cher, neuf, il y a quand même des trucs qui sont un peu moyens. Donc autant bien contrôler tout ça et passer l'euphorie et la joie de découvrir un véhicule derrière. Vous voyez, d'abord l'achat et contrôler toutes les parties avec minutie. Parce que une fois que vous l'aurez, malheureusement, de rentrer dans des problèmes juridiques avec des particuliers, c'est très compliqué. Et là, j'en viendrai tout naturellement à vous conseiller, si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas envie de vous embêter et que vous ne voulez pas vous faire avoir, je vous conseillerais le réseau des professionnels. C'est vrai que vous allez le payer un peu plus cher, mais si toutefois le professionnel, c'est lui qui prend la responsabilité. S'il n'a pas vu quelque chose au moment de l'achat, s'il n'a pas contrôlé correctement le véhicule et qu'il vous le revend, et que vous avez un souci, il casque. Hein. C'est lui le responsable. Donc lui, il prend cette responsabilité de prendre un véhicule d'occasion et de vous le revendre, même quelquefois du dépôt-vente. Hein. Alors du dépôt-vente, il y a certains contrats qui sont un peu ambigus. Je pense qu'il vaut mieux s'adresser à un concessionnaire. Ils ont des véhicules d'occasion à foison. Hein. Je ne vais pas vous citer un professionnel en particulier parce qu'il y en a de nombreux et que j'en connais pas vraiment. Je connais pas vraiment de professionnel au point de vous les recommander. Mais de toute façon, même si c'est un professionnel qui est peu scrupuleux et qui vous a vendu quelque chose de mauvais, eh bien vous aurez un recours. Chez un particulier, je ne vais pas dire que vous n'aurez pas de recours. Lui, il va s'appuyer derrière le contrôle technique. Pour tout ce qui est cellules, c'est compliqué, quoi. Hein. Mais le frigo lâche, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, il va dire, moi, il marchait quand je vous l'ai donné. Et alors, comment vous allez le prouver, vous? Ben voilà. Vous ne le prouvez pas. Et vous vous retrouvez à casquer un nouveau frigo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que si vraiment vous êtes novice, faites plutôt le tour des professionnels. Quelquefois, c'est pas plus cher. Même moi, j'ai déjà vu au moment où j'ai fait la recherche, j'ai déjà vu des tarifs qui semblaient complètement crédibles, même par rapport à des véhicules chez les particuliers. Et puis, rien ne vous empêche de négocier. Quelquefois, ils ont des véhicules sur les bras, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, c'est un peu compliqué. Hein. La vente d'occasion, c'est pas simple de toute façon, surtout en ce moment, et de plus en plus. Donc,
il faut négocier. Hein. Vous pouvez négocier un petit billet, négocier des améliorations, des aménagements. Ça peut quelquefois être beaucoup plus sécure que d'aller dans l'aventure de l'occasion. Hein. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les véhicules d'occasion, en règle générale, un camping-cariste, il est soigneux. Et c'est vrai que j'ai rarement vu des véhicules en mauvais état. Mais on ne sait pas. Il a un problème d'étanchéité, il a un gros lézard sur son véhicule. Et peut-être il va oublier de vous le dire. Et là, c'est vous qui allez vous tamponner le lézard, hein, vous comprenez? Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous nous faites, où je réponds pas régulièrement. Je réponds, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu pris partout. Mais en tout cas, c'est très très sympa. Donc, je vous invite, si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce parce que ça m'encourage et ça nous fait plaisir. Si vous vous abonnez, ben alors là, c'est royal. Hein. Là, on est content et puis on essaiera de vous faire du contenu de toujours mieux. Et puis, ben, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.